Ici, la voix de l'Amérique. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Voici les titres de votre journal. Situation toujours tendue à l'université de Kinshasa où la police a une nouvelle fois reprimé une manifestation ce vendredi après la mort de 2 étudiants cette semaine. Dans ce journal, nous ferons une incursion dans une prison pour femmes à Ouagadougou où leurs enfants y sont aussi détenus. Nous parlerons également du calvaire des migrants à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Élément nouveau, les températures glaciales. Bonsoir. Climat toujours tendu à l'université de Kinshasa où des policiers ont de nouveau reprimé une manifestation ce vendredi. Depuis lundi, les étudiants de cette université manifestent sur leur campus pour réclamer la levée de la grève de leurs professeurs. Une grève entamée depuis 2 mois. Ces mouvements ne sont pas sans conséquences. Cette semaine, 2 étudiants ont perdu la vie de suite de blessures causées par balles, a écrit dans un communiqué le général Silvano Kasongo, chef de la police de la capitale de la RDC. Je vous propose cette réaction du ministre de l'Enseignement supérieur du pays. Au nom du gouvernement, nous déplorons ce qui est arrivé et nous sommes préoccupés qu'il y ait eu mort d'homme. Et le gouvernement a demandé qu'on puisse arrêter les responsables de ces balles parce que le chef de l'État, le gouvernement, nous avons toujours interdit qu'on amène les balles réelles sur le site et le général de la police a sensibilisé la police dans ce sens. Nous sommes étonnés de voir que 2 fois successives, on a tiré sur les étudiants et pour nous, ça sent une certaine manipulation. Les gens qui voudraient peut-être créer des troubles. C'est pourquoi, tout en déplorant ce qui est arrivé, tout en insistant pour qu'on arrête, qu'on juge et qu'on condamne les responsables de ces incidents, la mort d'homme. Pour mieux comprendre les contours de ces manifestations, allons à Kinshasa, retrouver au téléphone Martin Ziakaou. Il enseigne à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Il est doctorant à l'université de Kinshasa. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, comment comprendre à la fois ces manifestations d'étudiants et cette grève des professeurs qui dure quand même depuis 2 mois? Je pense que ces manifestations découlent de la conjugaison de plusieurs facteurs, dont le point commun est la production de la déception, doublée de frustration dans le chef de plusieurs étudiants, dont la précarité des conditions de vie et des logements les dispose à agir collectivement avec véhémence. Mais d'une manière singulière, pour le cas d'espèce, parmi ces facteurs, il y a certes la grève des professeurs, mais il y a aussi le temps politique qui est marqué notamment par l'annonce le dimanche dernier d'une nouvelle avérée à la fois inattendue et fâcheuse dans les rangs des étudiants partisans de l'opposition, à savoir la désignation de Martin Fayoulou au titre de candidat unique de l'opposition à l'élection présidentielle fixée à la fin de cette année. Alors, autre facteur, oui. Allez-y, terminez. Autre, puisque l'on a constaté, on a relevé plusieurs cas d'altercation verbale entre les partisans de l'UDPS, de Félix Tshisekedi, de l'UNC de Vital Kamerhe d'une part, et ceux de l'ECD de Martin Fayoulou d'autre part. Donc c'est la conjugaison de plusieurs facteurs auxquels on peut ajouter une culture déficitaire de prévention de crise
parce que la période préélectorale est aussi un moment qui dispose à des tensions. Restez avec nous. Tout cela, il me semble, tout cela qui a contribué à ces manifestations. Donc, restez avec nous. Restez avec nous, Martin Ziakwa. On va écouter un étudiant, justement, de l'Université de Kinshasa. Nous réclamons que les professeurs reviennent parce que nous avons des situations qui sont irrégulières. D'abord, il y a les questions de deuxième session qui ne sont pas encore délibérées. Tout ça, ça nous handicape. Nous avons aussi besoin de reprendre les chemins de l'université. Alors Martin Ziakao, une présence policière dans le campus, est-ce que ça n'incite justement pas à la violence? Et dernière question, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour résoudre cette crise? Quand on sait que les relations ne sont généralement pas des bonnes intelligences entre les étudiants et les éléments de la police dans plusieurs pays, on peut légitimement s'en poser la question. Et cette question est très sensible et impose une forte charge émotionnelle quand on sait que 2 étudiants, dont un finaliste, ont perdu la vie en marge de ces manifestations. Ma pensée pieuse pour leur mémoire. Je pense que si nous devons faire un effort de dépassionner la réflexion, c'est de chercher à savoir les dits et les non-dits de ces manifestations pour, n'est-ce pas, discuter plus utilement de la pertinence ou non de la présence policière sur le campus universitaire. Il est donc important de chercher à évaluer l'impact qu'aurait eu la non-intervention de la police sur le site. Peut-être que ça aurait été pire, peut-être qu'on aurait évité cela. Éviter donc c'est partant de cet exercice manifestation. On pourrait mieux juger de cette situation. Merci beaucoup Martin Ziakao, je vous remercie. Donc, je rappelle que vous êtes enseignant à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication et doctorant à l'Université de Kinshasa. On va rester en RDC toujours. De violents combats continuaient ce vendredi dans la région de Béni, dans l'est du pays, où 8 casques bleus ont perdu la vie dans le cadre d'une opération avec l'armée congolaise menée depuis le début de la semaine contre les rebelles ougandais des ADF. Ces rebelles sont responsables depuis 2014 de plusieurs massacres dans la région de Béni. Et puis, un journaliste camerounais du nom de Michel Biemdong a été écroué après avoir été inculpé d'apologie du terrorisme, déclaration mensongère et outrage au chef de l'État. C'est ce que déclare ce vendredi son avocat, Maître Essomba Tchungi. Michel Biemdong est journaliste et promoteur du site d'information urinews.com. Il a été interpellé le 23 octobre par les services de la sécurité militaire. Selon un collectif qui le soutient, l'interpellation du journaliste est intervenue après une série d'articles dénonçant les multiples exactions de l'armée camerounaise dans les zones anglophones du Cameroun donc. Allons au Burkina Faso, dans la prison pour femmes de Ouagadougou. 13 bébés et enfants en bas âge sont en détention aux côtés de leur mère. Ces condamnés n'ont d'autre choix que d'amener leurs enfants avec elles, malgré de sérieux problèmes d'hygiène et un manque de ressources. Dili Diko raconte. Dans cette prison de la capitale burkinabé, Pascaline attend son procès depuis 4 mois. Soupçonnée d'être impliquée dans un crime commis par son mari en fuite, elle a été arrêtée avec 4 autres membres de sa famille. N'ayant personne pour s'occuper de sa fillette de 6 mois, Pascaline a dû l'emmener en prison. Il n'y a pas de médicaments de bébé ici, puisqu'elle n'est pas détenue. Les conditions de vie n'est pas bonnes, donc c'est pas facile. Dans la section femmes de ce centre de détention vivent 13 nourrissons qui partagent des cellules avec 66 prisonnières, dont certaines détenues pour vol, mutilation ou meurtre. Il y a des inculpés, il y a des prévenus et il y a des condamnés. Voilà. Et donc présentement, en tout cas, les cellules là sont un peu, comme les cellules sont restreintes, donc présentement c'est un peu, c'est coincé, elles sont coincées. Voilà, il n'y a pas assez de place. On estime qu'une trentaine de bébés et d'enfants vivent dans des prisons au Burkina, sans être reconnus officiellement par les autorités. Aucune aide n'est fournie à leur mère en matière d'alimentation et d'hygiène. Dans nos maisons d'arrêt de correction,
infection, on soigne tout presque avec le paracétamol. Mais le bébé, quand c'est le sirop, tu vois, il a besoin de la bouillie. Il faut qu'on tienne compte. Alors que dans la dotation, ça n'existe pas. Pour survivre avec leur progéniture, ces mères incarcérées comptent sur les rares dons d'organismes de bienfaisance. Au Burkina, être libéré de prison ne signifie pas nécessairement être libéré de la pauvreté qui rend la vie de tant de familles si difficile et pénible. Pas moins de 42 personnes sont mortes dans le sud du Zimbabwe lors d'un accident de bus survenu dans la nuit de jeudi à vendredi, selon la police locale. L'explosion d'une bonbonne de gaz appartenant à un passager serait à l'origine de cet accident. La semaine dernière, 47 personnes avaient déjà trouvé la mort dans une collision entre deux cars. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa avait alors insisté sur la nécessité de faire des efforts en matière de sécurité dans un pays dont le réseau routier et la flotte de véhicules privés sont généralement mal entretenus. En Guinée-Bissau, il faudrait attendre la conclusion du recensement électoral actuellement achevé aux 2/3 pour connaître la date du prochain scrutin législatif. Initialement prévu le 18 novembre, celui-ci ne pourra se tenir un dimanche. C'est ce qu'a annoncé le président José Mario Vaz hier soir à son retour d'une visite de 24 heures à Abuja, au Nigeria, où il s'est entretenu avec Muhammadu Buhari, président en exercice de la CEDEAO. La CEDEAO qui est médiatrice dans la crise politique en Guinée-Bissau. Ces élections législatives devraient permettre de dénouer la crise affectant le pays depuis 2015. Ici, aux États-Unis, un juge de Washington a ordonné vendredi à la Maison-Blanche de restaurer l'accréditation de Jim Acosta, un journaliste de CNN qui avait été privé d'accès à la présidence après un échange houleux avec Donald Trump. Cette injonction à effet temporaire est une victoire pour la chaîne d'information en continu et son journaliste vedette qui avait perdu le précieux sésame le 7 novembre dernier lors d'une conférence de presse tendue où il avait un temps refusé de rendre son micro, relançant avec insistance le président qui refusait de répondre à une question sur la politique migratoire. Malgré la portée limitée de la décision, les défenseurs de la liberté de la presse ont salué une victoire pour CNN et globalement pour les médias, qualifiés souvent d'ennemis du peuple par Donald Trump. Les températures glaciales sur le pont El Paso del Norte entre le Mexique et les États-Unis ont forcé des migrants en attente de demande d'asile à se diriger vers un centre d'accueil pour se protéger contre le froid. Mais avant, ils ont été rassurés que leur place en ligne sur le pont serait conservée. Aline Barros est allée à leur rencontre. Voici son reportage que nous présente ici Irénée Herman Humbo. Pont del Paso del Norte, point d'intersection entre Ciudad Juárez et la ville d'El Paso, Texas. Ici, le premier obstacle pour ces migrants qui tentent de rentrer aux États-Unis, c'est la longue attente au Mexique. Cette étape est très difficile, il fait très froid, ensuite le soleil est trop brûlant. Nous n'avons ni abri, ni aucun moyen pour nous protéger, mais nous sommes ici. La vie est dure, mais nous continuons d'avancer. Environ 200 migrants attendent presque tous les jours sur le pont d'El Paso del Norte, espérant obtenir l'asile et une entrée légale aux États-Unis. Mais une caravane de milliers de migrants centro-américains est en route, suscitant des inquiétudes quant à la durée d'attente des futurs demandeurs d'asile aux portes américaines. Une fois aux États-Unis, tous ceux qui ne voyagent pas avec des enfants seront détenus pour une durée indéterminée. Eddie González a quitté Cuba il y a 3 ans. Si j'ai été près de 3 ans loin de mon pays, passé 6 jours à dormir ici sur le sol, 3 mois de détention, mais ce n'est rien. En fin de compte, cela vaut la peine. Je vais être libre. Je comprends que le mur donne une mauvaise image, mais sommes-nous préoccupés par l'image ou par la résolution du problème? À l'approche de la caravane, l'administration Trump a déployé plus de 5000 soldats à la frontière, une solution temporaire alors que le nombre de migrants ne cesse d'augmenter. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VO Afrique. Voici les titres de cette seconde partie. Des hermaphrodites de plus en plus victimes de discrimination au Kenya. Une situation préoccupante pour le gouvernement. Koffi Olomide annonce Légende, un nouvel album qui sera dans les bacs courant 2019. Et Kiabadou nous en parle dans Culture Hebdo. Et puis en sport, avant-dernier virage pour la CAN Cameroun 2019. La 5e journée des éliminatoires a commencé ce soir et s'achève ce week-end. Comme chaque vendredi, on vous propose la chronique Culture Hebdo, présentée aujourd'hui par Ekia Badou. Ekia, bonsoir. Bonsoir, John. Alors, on parle de quoi cette semaine? Bonsoir à tous. Alors, de quoi on parle cette semaine? On va commencer par un livre qui est sorti hier aux éditions Flammarion. Il s'intitule « Le jour où tu es né une deuxième fois ». Elisabeth Chungi, qui en est l'auteur, nous livre un récit très touchant concernant l'un de ses enfants, son aîné, Alexandre, 9 ans, qui est autiste. Il souffre du syndrome Asperger. Pour ceux qui ne connaissent pas Elisabeth Chungi, elle est journaliste et romancière. Elle est née à Washington. Elle est métisse camerounaise et a passé une grande partie de sa vie au Cameroun avant de rejoindre la France pour y faire ses études supérieures. Si le continent africain et le métissage ne sont pas au cœur de ce livre comme à l'accoutumée, en filigrane, ils sont toujours présents avec l'altérité, la combativité et bien sûr l'amour avec un grand A. Car il est bon de rappeler que l'autisme n'est ni une maladie ni une malédiction. Il s'agit de troubles du comportement qui peuvent être pris en charge quand ils sont décelés assez rapidement. Et l'autisme Asperger est une forme d'autisme sans déficience intellectuelle ni trouble du langage. Je vous invite donc à vous procurer ce livre et à participer à cette ode à l'amour. Le handicap d'ailleurs, John, est souvent mal perçu, que ce soit en Afrique ou en Occident. Et à ce propos, un mardi soir, un film documentaire sera diffusé sur France Télévisions. Et je vous propose d'en voir un extrait. Comme les autres, Emmerich court tous les matins. Allez, on inspire. Comme les autres, Magali a un travail. Et comme les autres, Héloïse va au collège. Quoi de plus ordinaire, me direz-vous? Quand on est comme eux trisomique ou autiste, ces simples choses du quotidien deviennent vite extraordinaires. J'aurai toujours des trucs à apprendre. C'était un extrait de ce film extraordinaire. Voilà, qu'on recommande à ceux qui souhaitent bien le regarder. Et pour le portrait de la semaine, Ekia? Alors, il s'agit de Koffi Olomide. L'artiste est le premier Africain à avoir rempli le palais omnisport de Bercy, depuis rebaptisé Hôtel Accor Arena. Je choisis de parler de lui aujourd'hui, car la semaine prochaine, il s'apprête à célébrer les 32 ans de l'orchestre Quartier Latin, d'où est sorti de nombreux artistes qui évoluent aujourd'hui en carrière solo, tels que Popolipo, Suzuki, Ferregola ou encore Fally Ipupa. Sur sa page Facebook, il appelle au vote participatif pour élire les meilleurs musiciens, chanteurs, instrumentistes et danseurs dans l'histoire de cette formation. Et on peut rappeler, John, Koffi Olomide avait vraiment réussi quelque chose d'inédit, à savoir faire danser tout le continent africain sur des chorégraphies sans forcément comprendre les paroles qu'il chantait. Alors, il promet d'ailleurs revenir avec un nouvel album qui s'appellera Légende. Il sera dans les bacs début 2019. Il a même tourné des featuring inédits avec des artistes nigérians. Les clips ont été tournés au Nigeria. Mais John, pour le moment, je ne peux pas en dire plus. Mais je sais que tu connais peut-être ces artistes. Mais en attendant, on va écouter un titre rumba qui s'appelle Alidor, en hommage à sa femme. Regardons. Alidor, bébé Lobaki nanga le jour d'après. École Kateo Kozonga déjà. Lele Koni Basanza Bajour Mipiko. Yozoyate. Alidor.
Alors je sens que tu aimes beaucoup la rumba et on va aussi aller dans d'autres propositions avec la page de l'agenda culturel que je vous laisse découvrir tout de suite. Voilà, merci Kiabadou, j'aime la rumba, j'aime aussi la musique de Koffi Olomide. Alors, on continue donc, cette fois on prend la direction du Kenya. La situation des hermaphrodites préoccupe les autorités gouvernementales. Résultat, un groupe de travail formé l'année dernière a été chargé de faire des recommandations de loi et de politiques publiques visant à protéger de telles personnes de la discrimination et de la haine. De Nairobi, le reportage est de Raël Umbo, le récit est d'Arzuma Kampaoré. Né il y a 21 ans sous le nom de Ruth Miyawiki, Ryan Mwiruri a été victime de stigmatisation et de maltraitance et a même tenté de se suicider à 3 reprises avant de reprendre sa nouvelle identité d'homme. J'ai atteint l'âge de la puberté et c'est à ce moment que les choses se sont compliquées et que toutes mes attentes ont été faussées. Je m'attendais à grandir comme une fille normale, à avoir des seins, avoir des hanches, mais ce n'est jamais arrivé. À la place, j'ai commencé à devenir masculin. Le sénateur kényan Isaac Mwaura a demandé à ses collègues d'adopter une motion indiquant son soutien aux personnes intersexuées. Quand j'ai commencé à travailler, je ne connaissais pas la bonne terminologie. Je parlais à l'époque de troubles de l'identité sexuelle. Lorsque j'entendais parler de personnes intersexuées, j'étais hésitant car c'était toujours en relation avec les LGBT. En 2009, la naissance d'un bébé aux organes génitaux ambigus dans un hôpital de Nairobi a forcé les tribunaux à se pencher sur la question. Le personnel de l'hôpital a dû mettre un point d'interrogation à côté de la case indiquant le sexe de l'enfant, qui n'a par conséquent pas reçu d'acte de naissance. En 2014, un tribunal avait finalement ordonné au gouvernement de délivrer un certificat de naissance à l'enfant et au procureur général de nommer un groupe de travail chargé d'élaborer des politiques en matière de soutien des personnes intersexuées. Nous recommandons la reconnaissance des personnes intersexuées dès la naissance, de sorte que nous puissions avoir sur leur certificat de naissance une case précédée de la lettre I. De son côté, Mwaura travaille à la modification de 2 lois, une sur l'enregistrement des personnes et l'autre sur l'enregistrement des naissances et des décès. À l'heure actuelle, tous les Kenyans doivent être inscrits comme hommes ou femmes. L'amendement proposé ferait de l'intersexualité une 3e catégorie. Place à notre dernier bulletin sportif de la semaine, c'est avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, beaucoup de foot ce week-end, bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à vous, amis sportifs. Effectivement, avant-dernier virage pour le Cameroun. Pour Cameroun 2019, la 5e journée des éliminatoires a débuté ce soir. 3-2 pour l'Égypte qui recevait la Tunisie dans le derby nord-africain avec un but victorieux de Mo Salah en fin de rencontre. Les 2 équipes sont déjà qualifiées, mais cette victoire permet aux Pharaons de prendre la tête du groupe J devant les Aigles de Carthage. Plus de buts pour le Burundi, vainqueur 5-2 à Djouba. Devant le Soudan du Sud, porté par un Abdul Razak fiston en feu, les Hirondelles ont pris provisoirement la tête du groupe C avec 1 point d'avance sur le Mali et 2 sur le Gabon. Cette victoire burundaise met la pression sur les Aigles maliens justement et les Panthères gabonais qui croisent les crampons demain à Libreville. Le Mali sera privé de son milieu de terrain Amadou Aïdara et son attaquant et capitaine Abdoulaye Diaby, tous 2 blessés. Pas de quoi saper le moral du sélectionneur malien Mohamed Magasuba. Suivez. C'est vrai que ce n'est pas un match facile, mais nous ne vivons pas pour la facilité. C'est pour aller prendre aussi la victoire dans la gueule du canon, comme on l'a dit. Sur des braises ardentes, nous sommes prêts pour ça. Nous sommes des combattants, nous sommes des vaillants guerriers. Nous représentons une nation. Nous allons tout faire pour mouiller le maillot. On a préparé un bon cocktail explosif. Je crois que ça va bien exploser. J'ai une jeune équipe. Quoi que l'on dise, on n'a pas fait 10 matchs ensemble avec cette équipe-là. Et je vous dis sincèrement, je suis très satisfait de la production de mon équipe. Nous sommes en construction. On construit par la base. Nous sommes des entraîneurs de haut niveau. Je le dis, ce n'est pas pour rien. Des entraîneurs donc de qualité sur le continent. Parmi les grosses affiches du week-end,
Dès demain, on aura à Johannesburg, Afrique du Sud, Nigeria. Avec 9 unités, les Super Eagles seraient qualifiés en cas de match nul. Schéma identique pour la Guinée qui reçoit la Côte d'Ivoire à Conakry ce dimanche. Dans le derby ouest africain, le Sili national n'a besoin que d'un point pour arracher son ticket. En Afrique centrale, on aura le derby du fleuve Congo entre les Léopards de la RDC et les Diables rouges de la République du Congo. Défaite interdite pour le Burkina en déplacement à Luanda. La Mauritanie, elle, décrocherait une première qualification historique en cas d'une victoire face au Botswana. Voilà donc pour les sports, John. Merci Yacouba Ouedraogo. On continue donc, allons dans la capitale tchadienne qui a abrité la toute première édition de la Coupe d'Afrique du Slam Poésie qui s'est tenue du 5 au 10 novembre en N'Djamena. La compétition a réuni 36 nations africaines. Elle a permis aux slameurs du continent de s'affronter sur l'art du spoken word, comme on l'appelle aux États-Unis. Nesta Yamkoto nous en dit plus. Le slam a résonné à l'espace Talino Manou, situé en plein cœur de N'Djamena. Plusieurs artistes sont venus du Gabon, du Sénégal ou encore du Togo. Au total, 36 pays africains se sont affrontés lors de la première édition de la Coupe d'Afrique d'Islam, sous les yeux ébahis d'un public conquis. On peut être critique de l'humanité et on déroute à la frontière quelque part. Venus de 4 coins du continent, tous les artistes ont pris le micro pour faire passer des messages en islamant, famine, guerre, problème de démocratie. Voici les thèmes majeurs de chansons de ces slameurs. Après 5 jours de compétition, ce sont les vers poétiques et enchantés d'Al Farouk, slameur venu tout droit du pays de la Teranga, qui ont séduit le jury. À 27 ans, il remporte la compétition. Je suis très heureux en fait de recevoir cette distinction-là, qui n'est pas faite en mon nom, mais au nom de tout le Sénégal, de toute la Casamance et de toutes les personnes qui m'apprécient réellement et apprécient le slam et la poésie. C'est l'islameur Croque-Mort, un artiste tchadien qui a organisé cette première Coupe d'Afrique d'Islam. Passionné de musique depuis une dizaine d'années, il a voulu mettre à l'honneur le slam au cœur d'un continent où ce genre musical reste inconnu du grand public. Il fallait essayer, on a essayé, on est arrivé à ce résultat et je suis très fier et peu importe, celui qui gagne c'est toujours l'Afrique qui gagne parce que pour nous l'objectif justement c'était d'unir les Africains, de mettre tout le monde en réseau. La première Coupe d'Afrique d'Islam a été un succès avec 1500 spectateurs venus voir les artistes sur scène. Il reste à attendre la deuxième édition pour confirmer l'attrait d'Islam en Afrique. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous.